qu'on a décidé de faire, c'est de vous s'adresser à vous ce midi parce qu'il commence à se passer beaucoup de choses qui vont avoir un impact sur l'ensemble de vos vies à court terme. Donc, avant de commencer, juste un petit rappel sur ce qu'on fait chez Espace OBNL, qui on est pour les personnes qui sont à leur première présence, parce qu'on a quand même beaucoup de monde. On avait 285 inscriptions avant d'ouvrir la fenêtre tantôt. Donc, vous êtes quand même, je suis heureux là, de la quantité. Donc, on commence à voir que vous aussi, vous êtes un petit peu inquiet avec ce qui se passe. Mais rapidement, puis un petit peu aussi placer le contexte de pourquoi on fait ça aujourd'hui. Ben, tu sais, la volonté d'Espace OBNL, c'est de faire du Québec de demain un meilleur endroit, un intervenant à la fois. Donc, comment on fait ça? On rapproche, on inspire, puis on informe. Donc, aujourd'hui, on va être beaucoup dans l'information puis dans l'inspiration. Les dirigeants, les bailleurs de fonds, les gestionnaires aussi, à travers tous les milieux, puis à travers le Québec, là. Vous voyez, là, ceux qui ont leur caméra d'ouverte, là, il y a des gens d'un peu partout au Québec. On a ajouté encore des contenus à chaque semaine. Je pense que ceux qui ont vu l'infolette de mardi, là, le résumé des nouveaux contenus, des nouvelles capsules vidéo, certains nouveaux outils aussi. Vous avez toujours accès aux communautés numériques avec plaisir. Donc, le résumé des formations, je viens de vous en parler rapidement. Les produits qui sont toujours disponibles, gabarit, processus d'évaluation du CA et enquête sur la rémunération des gestionnaires. Notre plateforme d'offre d'emploi continue. On est à quelques semaines de lancer la nouvelle plateforme d'offre d'emploi. Fait qu'on a très, très hâte à l'interne. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc, vous allez voir plein de nouvelles. Ça va être un environnement graphique différent, mais ça va être aussi beaucoup plus complet en termes de fonctions et de services. Notre écosystème d'experts, je suis chanceux aujourd'hui, j'en ai deux de ces experts-là qui sont dans notre écosystème qui vont participer au webinaire avec moi. Et d'ailleurs, sans tarder, je vais vous les présenter. Mathieu Lavallée. Mathieu est associé et vice-président chez Exponentiel. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Et Jean-Claude Tremblay, qui est PDG, pardon, oups, je m'en fâche déjà, chez Cogitas. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Peut-être d'entrée de jeu, peut-être prendre un petit 2 minutes pour vous présenter ce que vous faites, puis savoir un petit peu expliquer là, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, puis dans quel cadre on se parle, puis votre expertise par rapport aux questions qu'on va adopter aujourd'hui. Ben, Mathieu, commencez par Oui, toi. je me Vas-y. demandais qui allait en premier. Ah, non, non, Merci c'est beaucoup. beau. Donc, enchanté tout le monde. Mathieu Lavallée, vice-président et associé chez Exponentiel. C'est une agence de relations publiques et d'affaires publiques basée à Montréal, mais avec des clients, des projets un peu partout au Québec. Pour ma part, donc, oui, j'interviens comme conseiller stratégique dans des dossiers, autant relations publiques, affaires publiques et affaires gouvernementales. Et au-delà de ça, donc, avec un parcours où je suis un ancien avocat, un ancien journaliste économique puis c'est un peu l'objet de ma présence aujourd'hui, un ancien journaliste économique qui décortique des budgets des différents gouvernements depuis bientôt 15 ans ou à peu près, là, j'ai arrêté de compter, mais j'ai commencé à l'époque où M. Raymond Bachand était ministre des Finances à Québec. C'est pour ça que j'arrête de compter parce que ça ne me rajeunit pas. Donc voilà, et puis c'est un peu la raison de ma présence aujourd'hui là, pour être capable de lire un peu les feuilles de thé à travers le budget qui a été présenté le plus tôt cette semaine à Québec. Ottawa va falloir attendre un peu que la campagne se termine. Mais c'est quoi aussi les indicateurs politiques qu'il y a à travers ça pour les quelques prochaines années, là. Donc voilà. Merci Mathieu. Jean-Claude, à ton tour. Oui, merci Stéphane, bonjour tout le monde. Jean-Claude Tremblay, je suis président fondateur de Cogitas, clinique d'affaires. Cogitas, c'est une firme de conseil en management. On agit sous trois axes. La première qui est la santé organisationnelle, la deuxième qui est la santé financière et la troisième qui est la santé technologique. Donc la santé des organisations, évidemment, c'est ce qu'on fait. On a un grand écosystème d'OBNL à travers lequel on a développé beaucoup d'expertise, notamment en termes de planification stratégique, gestion et performance financière, et évidemment tout ce qui est les outils technologiques. Aujourd'hui, en discussion, entre autres, avec Stéphane, on avait trouvé que ce serait intéressant d'aborder les thèmes notamment de la stratégie, donc la planification stratégique, la culture organisationnelle, spécialement quand on est poussé en 2025 avec ce qui s'en vient, avec tout le contexte dont Stéphane va vous parler au niveau des compressions, de l'incertitude que ça vient créer
comment on aborde ça à l'interne, au niveau des directions générales, au niveau des conseils d'administration, quels choix on devrait faire, comment on doit se positionner pour non seulement réinventer un peu notre futur, mais se prémunir de ce qui s'en vient en 2025. Donc, voilà, Stéphane. Merci à vous deux. Écoutez, ceux qui sont habitués des rendez-vous, vous voyez qu'on est trois au lieu d'être quatre. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler un peu plus. Souvent, j'ai plus le rôle d'animateur, mais ce matin, je vais parler un peu plus. Donc, c'est à mon tour de me présenter. Parce que je vais avoir un rôle un peu plus actif, donc un peu plus présent au niveau de l'expertise. Donc, Stéphane Parent, je suis le fondateur, dirigeant d'Espace OBNL et en même temps principal formateur quand il est question de gouvernance, de financement et de membership. La rencontre d'aujourd'hui vient de certains constats qu'on a fait à la fois chez Espace OBNL, mais avec d'autres acteurs depuis quelques semaines et même quelques mois. Puis je vais les mettre en évidence parce que c'est vraiment un portrait qui, quand on prend les éléments individuellement, on a l'air pas si pire, mais quand on arrive à brasser le portrait plus global, ça devient beaucoup plus inquiétant. Fait que d'entrée de jeu, je pense que c'est important qu'on soit conscient qu'il y a une augmentation assez majeure des besoins sociaux, puis qu'on parle d'itinérance, de sécurité alimentaire, de violence conjugale, et j'en passe et j'en passe. Là, on voit que le Québec, dernièrement, dans les derniers mois, dernières années, on n'est plus à la même place en termes de besoins sociaux. L'autre élément qui vient compliquer le tout, c'est l'augmentation des coûts d'opération reliés à l'inflation. On parle quand même d'une inflation cumulée dans les 3-4 dernières années qui frôle le 18%. Puis je sais très bien qu'il n'y a aucun d'entre vous dont son financement a augmenté à la même vitesse que l'inflation. On va en reparler par rapport à ça. L'autre élément qu'on constate, c'est qu'il y a les habitudes de vie des Québécois ont changé. En termes de bénévolat, mais aussi, on a vu dernièrement là, dans le milieu de la culture, entre autres, la consommation de la culture ne se fait plus de la même manière. On a vu en tourisme, il y a des changements aussi. On le voit aussi au niveau de certaines habitudes, au niveau des dons, de la participation aux événements philanthropiques. Il y a des habitudes qui vous affectent, surtout avec ce qui s'est passé dans la COVID et post-COVID. On remarque un travail énorme des regroupements d'OBNL. Certains ont donné des résultats assez intéressants. On va penser au milieu de la culture dans les annonces de mardi. Le milieu touristique aussi a eu des bonnes nouvelles. Mais quand on arrive dans les autres milieux, ce n'est pas tout à fait les résultats qu'on s'attendait au niveau des représentations prébudgétaires, entre autres. On voit aussi que les niveaux de gouvernement, puis là, quand on va parler de gouvernement, Mathieu va parler plus du budget provincial, mais on va parler des 4 niveaux de gouvernement. Donc, le local avec vos municipalités, le régional avec les MRC et beaucoup d'organismes de déploiement régionaux, que ce soit les conseils de culture ou les URLS ou certaines autres organisations qui sont à volet régional, le provincial et le fédéral. Ces signaux-là sont inquiétants face au financement public des prochaines années, ne serait-ce juste l'annonce du gel de dépenses au provincial pour les 5 prochaines années. Ça implique automatiquement des révisions de programme. Donc, on va en parler un peu plus en détail avec Mathieu tantôt, là, mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour toute la partie du financement public. On voit aussi que les municipalités au niveau local récupèrent des enjeux sociaux dans lesquels il n'y avait pas nécessairement les ressources. On parle d'itinérance et de logement social principalement, mais l'argent que les municipalités doivent déployer dans ces secteurs-là, il faut qu'elle vienne dans quelque part. Donc, on a commencé à voir des municipalités qui allaient piger dans les budgets de loisirs, qui allaient piger dans les budgets de tourisme, qui allaient piger dans les budgets de protection environnementale. Ça aussi, il y a des signes quand même inquiétants par rapport à ça. Ce qui finalement cause, soyons conscients, de l'incertitude. Puis vous ne l'avez peut-être pas tous constaté à la même mesure encore. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et le fossé entre les coûts de production puis votre financement est en train d'agrandir. Il va aller en agrandissement. Même si votre organisme balance au niveau de son budget, si vous n'avez pas augmenté vos salaires depuis plusieurs années, si la rémunération n'a pas avancé, ben, on se trouve à se trouver en déficit. Puis ça, on ne le réalise pas toujours non plus. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que cette incertitude future-là, il faut la répondre par un meilleur leadership au sein des directions générales et des conseils d'administration. Fait qu'il va falloir se prendre en charge, puis c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc,
on avait deux raisons principales pour la mise en place du webinaire. Un, sonner l'alarme sur tout ce qui s'en vient. Puis deux, vous donner des pistes de solutions en fonction de quatre axes. Un sur les relations gouvernementales, un autre sur la stratégie, la culture et l'organisation et l'efficacité. On va parler de gouvernance, puis on va parler de revenus. Puis là, puis j'ai bien mis le mot revenu et je n'ai pas dit financement. Fait que dans le langage, il y a des éléments importants dans cette prise de conscience-là. Je vous avise quand même, le chat est ouvert pour les questions. On ne prendra pas de questions de vive voix parce qu'on est quand même 140 à se parler et à se voir aujourd'hui. On est quand même un gros groupe. Donc, je vous invite à poser vos questions ou vos commentaires dans le chat. On va essayer de les intégrer, si possible, le plus qu'on peut. Je vais commencer avec Mathieu. Donc, Mathieu, tu as eu la chance ou le privilège d'être enfermé au Palais des Congrès de Québec mardi dans le huis clos. Fait que tu as eu un coup d'œil un petit peu plus proche que ce qu'on a pu voir dans les médias. Donc, fais-nous un résumé un peu de ce que ça veut dire pour les OBNL du Québec, ce qui est annoncé mardi. Oui, certainement. Puis oui, tu sais, au bout de 15 ans, en tout cas, le mot privilège, honnêtement, moi, j'adhère à ça, effectivement, tu sais, d'avoir la chance de pouvoir consulter ça un peu en amont, puis de pouvoir m'y plonger, puis de comprendre un peu ce que ça va vouloir dire pour les années à venir. Tu sais, je le disais, là, ça fait autour de 15 ans que j'ai ce privilège-là, puis j'aime bien encore pouvoir en profiter. Et je le regarde vraiment au-delà des chiffres, parce que oui, il y a énormément de chiffres, il y a énormément de données financières dans cet exercice-là, mais c'est aussi un exercice de planification stratégique qu'un gouvernement refait à chaque année. Donc, il y a quand même quelque chose qui est drôlement intéressant au-delà des questions financières et économiques à travers ça. Je fais un rapide survol et je commence par un avertissement, tu sais, parce que même au bout de 15 ans, j'ose pas dire que je me considérais expert tant que ça. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de décisions, d'orientation dans ces documents-là. Je le dis, moi, j'ai ma perspective, il y a ce que moi, j'ai repéré, mais il y a plein d'autres. On est 250 facilement, si c'est pas plus, qui rentrent dans un des groupes. J'oublie les journalistes et tout ça qui forment un autre groupe au huis clos. Il y a plein de points de vue différents. C'est sûr qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues, même quelques jours après. Donc, je vous le dis, je le dépose. Allez consulter d'autres points de vue. Allez consulter d'autres sources d'informations là-dessus pour des choses qui peuvent vous intéresser, vous concerner. Un rapide survol peut-être pour voir un peu c'est quoi le cadre dans lequel on fonctionne pour l'exercice financier qui s'en vient au Québec et les années à venir. Oui, c'est un gros déficit à 13,6 milliards en chiffre absolu. C'est effectivement le plus gros qu'on a connu, ce qui représente 2,2 du PIB. Donc là, si on commence à relativiser, on a déjà connu pire dans les années 90. Autre élément pour relativiser, sur ce 13,6 milliards-là, il y en a 2,2 qui s'en vont au Fonds des générations. Ça, c'est de l'argent qui part à la Caisse de dépôt pour contribuer à réduire la dette publique du Québec, ce qu'on n'avait pas il y a 15, 20, 30 ans de ça. Il y a un 2 milliards de provisions pour éventualité aussi là-dedans, dans ce déficit-là. Donc, ça permet de relativiser un peu. Mais en même temps, Québec, même si c'est ambitieux, puis il y a eu des périodes où on se faisait dire par un certain directeur de la santé publique qu'on voulait aplatir la courbe. Là, Québec, en ce moment, reste très ambitieux, veulent ramener la courbe le plus rapidement possible pour retrouver l'équilibre budgétaire en 2030. Il y a des commentateurs qui disent que c'est très ambitieux. Puis effectivement, ça l'est. Donc, faut relativiser avec tout ça parce que 13,6 milliards, même si c'est pas et si on a déjà connu pire en termes de proportion du PIB, il reste que là, la mission de retrouver l'équilibre budgétaire dans les 5 prochaines années va être quelque chose, surtout avec les projections de croissance qu'on se donne en ce moment pour l'économie québécoise. Ce budget-là Ouais, part sur puis, un scénario. Pardon, oui. je pense, Mathieu, c'est important de dire aussi que on s'attend à des surprises au sud de la frontière, là, puis que c'est quand même Oui, optimiste face aux. Tu sais, l'annonce d'hier, d'avant-hier, pardon, sur les tarifs va avoir une influence. Puis je l'ai peut-être oublié dans mes points, là, mais tu oui. sais, les tarifs, vous pensez que ça ne vous concerne pas, mais ça veut dire que dans le milieu économique, ça va amener une diminution des dons corporatifs, puis une diminution des commandites aussi. Fait que c'est sûr que C'est c'est sûr. important. En fait, puis le parallèle que j'avais dans une discussion plus tôt cette semaine, puis ça donne une idée du contexte d'incertitude.
Je fais un parallèle avec 2020, la pandémie. On le savait pas, mais en même temps, on savait que c'était un raz-de-marée. Là, c'est peut-être pas le même type de raz-de-marée, sauf que les vagues viennent de partout, puis on peut pas, c'est très difficile de savoir à quoi s'en tenir effectivement. Dans une autre conversation, je disais, ben là, en ce moment, on sait comment on se sent quand on vit à côté de ce qu'on appelle dans le jargon un rogue state, là. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir, puis je le caricature, là, je fais exprès, mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. On n'a aucune. Il y a plus de prévision possible en ce moment. D'ailleurs, Québec en tient compte dans son budget. Il se donne un scénario relativement optimiste en se disant ça se peut pas que les tarifs restent tels quels comme ça pendant les 4 prochaines années, mais prévoit d'autres scénarios quand même d'un coup que ça arrive. Mais c'est que peu importe cette incertitude-là, ce qui arrive en ce moment, c'est que avec les déficits qu'on a, puis le contexte de croissance ou de peu de croissance qu'on voit, le contrôle des dépenses au gouvernement va être une thématique qui va être centrale pour les quelques années à venir, peu importe qui va former le prochain gouvernement. Parce qu'il va y avoir des élections à l'automne 2026 du côté de Québec. Puis là, au municipal, ça va changer cet automne. Mais peu importe qui va prendre le relais ou si la CAQ continue de rester au gouvernement à l'automne 2026, ça va rester une thématique qui va être centrale. Là où, puis effectivement, il y a énormément d'incertitudes. C'est très difficile de faire des projections, mais une autre analyse, ou en tout cas un autre point que je dépose, c'est qu'en ce moment, en tenant compte de ce contexte-là, qui est un brouillard de tous les instants, Québec donne la clarté à tout le moins. Je dépose cet élément positif-là. Québec donne la clarté qu'il est capable de donner en ce moment, en prenant des leviers d'intervention qui font du sens tarif ou pas, guerre commerciale ou pas. C'est vrai que les mesures qu'on voit du côté des entreprises, mais il y a d'autres réinvestissements qui ont été faits dans certaines mesures sociales qui étaient nécessaires de toute façon, là, même si on juge que les sommes ne sont pas suffisantes. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de le déposer. Là où Québec est capable de nous donner cette clarté-là, il nous la donne en ce moment. Mais c'est sûr que le contrôle des dépenses va devenir une thématique centrale. Et donc, ça va nous occuper énormément au courant des prochaines années et ça va impliquer des prises de décision qui vont être très difficiles. Je, je, tu sais, je pourrais continuer avec certaines des mesures Je pense que sociales là, qui avaient été. Mais vas-y, oui, Stéphane, tu avais des questions, peut-être c'est sûr. en grande ligne, là, puis corrige-moi si j'ai mal interprété ce que j'ai entendu, mais en grande ligne, ce qui sort le plus, puis qui coûte, oui, le secteur de la culture puis le secteur du tourisme ont Oui, reçu des nouvelles. C'est peut-être les deux secteurs qui vont s'en tirer le mieux. Par contre, quand on regarde tous les autres secteurs, que ce soit les secteurs sociaux, le développement économique, l'emploi, le ministère de la Justice, ainsi de suite, on va oui, s'attendre à des révisions de programmes c'est sûr. qui ont très peu de chances d'être en augmentation. Fait qu'on va parler sur Même au ministère de stabilité. l'Économie, en fait, puis Oui, je ne défais pas les autres ministères, mais même au ministère de l'Économie, on voit ces changements-là dans différentes enveloppes. Donc, ça va être tous azimuts. Ça va être tous azimuts. En fait, puis ça, c'est un autre. Puis ça avait déjà été un peu télégraphié l'année dernière quand Québec avait annoncé qu'il voulait revoir l'ensemble des programmes, revoir les crédits d'impôt, etc., voir où est-ce qu'on pouvait aller chercher des économies, tout ça pour rediriger l'argent ailleurs. Ça va être une thématique constante. Ils ont à peine commencé dans les faits cette année. Ce qui s'est fait en révision de programme et en révision de crédit d'impôt, c'est encore modeste là, par rapport à ce qu'on pourrait voir au cours des prochaines années. et puis après ça, chacun des ministères va donner ses priorités, puis il y a des programmes qui vont tout Oui, simplement. On avait déjà commencé à voir des signes, là. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous dans certaines régions qui avaient fait des demandes à Service Québec, mais ils étaient beaucoup moins généreux que ce qu'on avait il y a 2 ans, là, par exemple, là. On a vu la même chose là, de notre côté, tout l'abandon des programmes de soutien à la transformation numérique avec Investissement Québec. Nous, on a eu un appel en disant, eh, on oui, ferme le programme 6 mois plus tôt. Il n'y a plus de oui, subvention. On continue les prêts, mais il n'y a plus de exact. subvention. Fait on a commencé déjà à avoir des signes. Puis là, on va avoir quelques mois à se poser la question quels vont être les prochains signes, mais on ne peut pas s'attendre ou il va falloir gérer nos organismes en se disant le scénario pessimiste. Puis c'est un petit peu ce qu'on va discuter avec Jean-Claude après tantôt, là. Mais le scénario pessimiste, c'est une stabilisation malgré Oui,
augmentation des coûts, pardon, ou une diminution de financement. Oui. Oui, puis tu sais, puis c'est vrai de dire que tu sais, la culture a été a reçu quand même des belles sommes dans le budget mardi. C'est vrai aussi pour le tourisme. L'accès au logement, il y a 303 millions sur 5 ans aussi qui a été mis là, qui est pas à négliger. Les banques alimentaires ont réagi positivement aussi. Il y avait un 24-27 millions là, de plus, dépendamment de comment on le calcule, là, qui était au budget. Le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, a reçu des sommes de plus. 10 millions à chaque année pendant 5 ans, 50 au total, c'est pas énorme. En même temps, le PSOC, c'est déjà 1,1 milliard. Donc, il y a et puis il y en a d'autres comme ça. Là, programmes de supplément au loyer, il y a d'autres formes de soutien à l'hébergement qui sont financés. Donc, il y a des endroits comme ça, effectivement, où il y a des sommes qui ont été rajoutées. Va falloir voir ça va être quoi l'impact sur le terrain. Mais effectivement, là, en fait, un des défis qu'on va avoir, ça va être de suivre la trace de l'argent au courant des prochaines années parce que cette révision des programmes-là, avec les crédits d'impôt qui vont changer et tout, les autres programmes, les enveloppes vont bouger. Il va falloir suivre cette trace-là. Déjà qu'il n'y aura pas beaucoup plus. Va falloir voir là où l'argent se déplace d'un ministère à l'autre ou d'un programme à l'autre. Par contre, à travers ça, le gouvernement a affiché clairement une intention de vouloir être plus efficace, dans le fond, dans son intervention, d'aller chercher de réussir à faire plus avec l'argent qu'il investit. Donc, va falloir voir comment qu'ils vont Euh, réaliser ça. Il y avait un gros spin politique mardi sur l'innovation, c'est ça. où il se Il y a disait trois que mots-clés, hein? On s'est oui, entendu sur trois mots-clés. Innovation, efficacité, productivité. oui, Ça revient sur la façon, c'est exactement la discussion qu'on va avoir, ça revient sur la oui, façon que vous allez devoir aborder les changements dans vos organisations. Puis, on va parler de la notion d'investissement tantôt, mais ça va passer par. Il va falloir faire plus avec moins, là. Tu sais, puis, c'est pas oui, nécessairement des mots-clés qui sont communs dans les discussions de conseil d'administration, là, parler de productivité puis d'efficacité, là, non plus. exact. Puis, Puis tu d'un sais, côté, finances publiques, il y a pas d'appétit en ce moment pour aller rajouter sur le fardeau fiscal des contribuables non plus. Donc, c'est sûr que ça va être donc, beaucoup en gain d'efficacité sur les sommes qui sont déjà disponibles, dans le fond, sur les revenus qui sont déjà disponibles pour le gouvernement. pour le prochain 5 minutes, Mathieu, tu avais quelques solutions ou au moins changements d'habitude à prendre en considération que tu voulais apporter. J'aimerais ça que tu nous les exposes. Je vais y aller même en moins que 5 minutes, je pense, Wow. pour laisser de la place aux questions des gens puis aux autres échanges. Mais en fait, en fait, j'ai déjà commencé à l'aborder un peu, c'est qu'il va falloir, comme je disais, suivre la trace de l'argent parce que les programmes vont changer, les enveloppes vont se déplacer, tout ça. Il va y avoir des refontes d'autres programmes, ce qui fait en sorte que au moment où on se parle, si vous avez déjà des bons liens avec différents acteurs au gouvernement, que ce soit politique ou que ce soit administratif, ça va être important de continuer à bien entretenir ces liens-là pour rester au courant de quels vont être les changements dans les enveloppes budgétaires, dans les programmes. Et si ce n'est pas le cas, ça va être important plus que jamais de commencer et à développer ces liens-là et à les entretenir parce que ça va être une façon, dans le fond, d'essayer de se démarquer, puis d'essayer d'obtenir de l'information sur quelles vont être les nouvelles possibilités ou d'être à tout le monde au courant sur c'est quoi les opportunités qu'on peut aller chercher, sachant que tout le monde va essayer de tirer un peu la couverture de son côté. L'autre constat que... Oui, Peut-être, vas-y. Mathieu, juste avant, sur le premier point, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de ramener le rôle des regroupements. Parce que la majorité d'entre vous, vous faites tous partie de regroupements. Ces regroupements-là, actuellement, ne font pas nécessairement une suivi ou une veille des programmes. Certains le font, certains ne le font pas. Peut-être, si vous siégez sur les conseils d'administration de vos différents regroupements, de vous assurer que ça devient une offre de service, cette suivi, ce genre de suivi ou cette veille-là pour être capable après ça que tous les membres du regroupement soient au courant des nouveaux défis ou des nouvelles sources de revenus ou des engins, des jambettes que vous allez aussi cumuler dans ce qui s'en vient aussi. Oui. La prochaine L'autre solution. élément qui va être qui va devenir stratégique à mon avis, puis je prends certains exemples, on pourrait probablement en trouver d'autres là, dans ce budget-là. Mais il va falloir trouver des moyens
pour les différents organismes, les différents regroupements, pour les différents secteurs. Il va falloir trouver des moyens, oui, de se faire entendre, de faire connaître les causes, faire connaître les enjeux, mais d'être capable de les rattacher ou de faire un lien ou de s'inscrire dans un agenda politique où là, on est en train de déranger ou de faire bouger les choses. Je prends l'exemple de la culture, puis je le dis de façon vraiment non partisane, mais ce gouvernement-là, en ce moment, qui n'était pas nécessairement réputé pour être un grand fan de la culture, a quand même trouvé le moyen de réinjecter plusieurs centaines de millions au courant des prochaines années, parce qu'en ce moment, ça devient une de ses cartes pour jouer sur la fibre identitaire dans un contexte de guerre commerciale. Les banques alimentaires, même chose, elles s'étaient fait entendre. C'est sûr que on sait c'est quoi la sensibilité de ce côté-là dans un contexte où une récession, c'est encore possible. C'est la même chose avec la crise de l'itinérance. Donc, les mesures en logement, les mesures avec les banques alimentaires, on pourra en nommer d'autres. On est capable de les rattacher dans un agenda politique dans ce sens-là. Donc, il va falloir pas juste se faire entendre, mais se faire entendre de façon stratégique pour aller chercher ces gains-là. Et ça va être vrai, j'ai l'impression, peu importe qui vont former les prochains gouvernements, puis je le dis dans tous les paliers, là, parce qu'on peut s'attendre à des changements partout, il va falloir s'inscrire dans ces agendas-là Je pense. et se faire entendre de cette façon-là, oui. Pour s'inscrire aussi, c'est sûr qu'il faut ramener sur le dessus de la pile la discussion des mesures d'impact, que ce soit les Oui, impacts sociaux, parce que ça, c'est un nouveau langage pour certains, d'être capable de mesurer vos impacts, d'être capable de prouver l'effet des contributions. Puis ça va être la même chose du côté des donateurs, là. On voit déjà le changement en philanthropie où il faut expliquer un peu plus ce qu'on fait avec l'argent puis ce que ça a donné comme résultat. Mais quand tu vas être question de financement public, au-delà des statistiques qu'on nous demande dans notre édition de compte, il va falloir aller un peu plus loin sur les impacts envers notre mission, mais les impacts aussi envers l'ensemble de nos parties prenantes. Quels sont les autres effets bénéfiques qui sont directement reliés à nos opérations, nos programmes, nos produits, nos services ou activités? voilà. Merci, Un Mathieu, survol pour très ce rapide. On résumé. pourra en parler pendant des heures. Oui, oui, écoute, c'est quand même un document de 486 pages, si ma mémoire est bonne, là, puis Oh, plus là-dedans, que ça. Plus que ouais, ça. pas Puis, plus que ça. tranche de vie, j'en ai déjà vu des plus gros, là. Ah C'était oui? quand même pas si pire en termes de quantité de contenu à couvrir par rapport à d'autres années. Jean-Claude, à ton tour, on va revenir un petit peu plus sur. OK, là, on a le portrait. On sait que c'est pas le fun. On sait qu'on a des défis qui s'en viennent. On le sait que dans certains cas, on part déjà avec une prise au bâton. On a peut-être déjà des déficits, entre autres, liés à la rémunération ou à la pénurie de main-d'œuvre spécifique, etc. Là, tu sais, on a déjà des défis, puis là, on s'en rajoute. Ouais. Comment tu vois ça? Puis qu'est-ce que tu apporterais comme outil ou comme remarque par rapport à ça? Tu sais, la façon dont je procéderais, puis là, je prenais des notes pendant que Mathieu parlait, puis le pire, c'est quand on a eu un brefage où on veut être concret dans le cadre de ce webinaire, puis apporter un certain nombre d'outils et d'éclairage pour les participantes et participants. Et là, j'en rajoute à chaque fois que Mathieu parle parce que c'est très éclairant au niveau du budget, parce que moi, je vois tous les impacts sur le terrain au niveau des OBNL. Donc, ça met la table, mais moi, ce que je ferais, j'aurais envie de faire, c'est de proposer aux gens d'y aller par thématique. Donc, de s'établir des propres thématiques. Je vais parler de quelques thématiques ici, là. Mais pour essayer d'y voir clair, il faut brosser un portrait assez large. Donc, moi, comme conseil d'administration ou comme direction générale d'OBNL, je prends ce webinaire-là, je regarde et je me crée, par exemple, des thématiques qui peuvent être, par exemple, stratégie et gouvernance. Parfait. Donc, quels sont les impacts? Et je vais en nommer quelques-uns. Et quelles sont, évidemment, les pistes de solutions. Productivité, là, je regarde mes notes, productivité, efficience organisationnelle, évidemment la culture organisationnelle, le leadership, Stéphane, tu l'as mentionné, l'innovation et la transformation, c'est probablement une des clés là, les plus importantes, là. Et on s'entend-tu, Puis, Jean-Claude, que tous ces vas-y. sujets que tu viens de dire là, dans les ordres du jour de nos conseils d'administration, là, ça ne Ouais. prend pas beaucoup de place par actuellement, là. C'est pas des sujets qui sont souvent discutés, de parler Raison. d'innovation, de parler d'efficacité. On est tellement plus dans le contrôle des dépenses, dans le questionnement Tout à fait. opérationnel. Puis là, c'est de la grosse stratégie, ce que tu dis là.
Oui, absolument. C'est très pertinent, puis ça m'ouvre la porte. Donc, je pense que personne ne va être surpris sur l'appel ici que la façon dont on aborde les conseils d'administration, c'est vraiment, ça a toujours été un peu la façon assez classique où est-ce que, bon, il y a une présentation, on questionne, on regarde. C'est très, c'est presque très procédural, administratif et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. C'est-à-dire qu'on va cocher des cases, on passe à autre chose, ça respecte, mais on ne prend pas toujours la peine de se poser des questions à savoir est-ce qu'on aborde les conseils d'administration et la stratégie de la bonne façon au moment où est-ce qu'on se parle avec les données accablantes et chaque personne est capable d'entrevoir un peu 2025 ou en tout cas anticiper les impacts, certainement au niveau budgétaire, comme Mathieu l'a mentionné. Je pense que là, il faut se poser des questions. Donc, en partant, ce qu'il faut créer, c'est un état d'esprit, c'est une ouverture d'esprit, parce que je vous le donne en mille. Ce qui doit arriver, pour non seulement la performance des OBNL, mais la survie des OBNL dans ce cas-ci, parce que quand on parle d'argent, c'est la survie, il faut planifier carrément un changement de paradigme. Donc, ça veut dire qu'on doit revoir la façon dont on va aborder les conseils d'administration, les rôles et responsabilités des administrateurs. On a donné, on en donne, Espace OBNL en donne beaucoup de formations au niveau des rôles et responsabilités des administrateurs. Et encore une fois, on y va de façon assez cartésienne et classique. Et c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'en 2025, ce n'est plus suffisant. Donc, il va OK. falloir regarder comment on aborde ça, comment on collabore à l'interne et poser vraiment les bonnes questions. Donc, dans les thématiques dont je parlais, où Stéphane, à juste titre, t'a dit, ah, on n'en parle pas beaucoup, là. Sur l'agenda, là, moi, j'ai pas vu le dernier heure du jour où est-ce que c'était marqué productivité puis efficacité organisationnelle. Il n'y en Puis a pas. même se dire ce qu'on fait depuis 25 ans, est-ce Ouais, que c'est encore la bonne chose à faire? Puis absolument. est-ce que ce qu'on fait, puis là, ça va être, vous allez vous heurter Ouais, aux résistances du changement. clair. Rappelons-nous, en 2020, on n'a pas eu le choix, on a changé, on a pivoté, mais là, ça va demander ça aussi, puis ça va demander de revoir, dans certains cas, la mission de l'organisme, ou du moins la re-questionner Ouais, dans certains cas. Vous allez peut-être nous trouver un peu alarmistes ce midi. Je comprends, mais on voit déjà beaucoup, puis Jean-Claude, tu pourras me le confirmer, moi je vois déjà ouais. beaucoup d'organisations qui sont dans ce stade-là, puis qui n'ont pas encore fait cette démarche-là, puis là on vient rajouter plusieurs enjeux dans les prochaines années. Oui, c'est absolument le cas. Puis l'image que je vais soumettre à tout le monde, parce que c'est une image que tout le monde connaît, qui est très puissante en ce moment, je fais le lien avec le côté alarmiste potentiel dont certaines personnes pourraient avoir, en tout cas la perception. La façon dont je le vois en ce moment, spécialement au niveau des OBNL, c'est un peu comme une grenouille, donc l'espèce de symbole de la grenouille qu'on met dans de l'eau tiède, température pièce, et on augmente vraiment la température. Donc évidemment, la grenouille ne sautera pas parce que c'est pas assez chaud. Donc en ce moment, c'est un peu comme ça. Le secteur est un peu comme ça, où est-ce que c'est comme une grenouille qui est là. On sent que l'eau chaude s'en vient, donc évidemment, on est quand même allumé, là, mais on ne saisit pas avec la précision nécessaire les impacts que ça va avoir déjà maintenant, mais dans un mois, 2 mois, 3 mois, un an. Et quand on revisite la mission pour faire du pouce sur ce que tu as dit, Stéphane, il y a deux éléments qu'il faut regarder. Euh, non pas reconsidérer sa mission, mais en tout cas se la réapproprier d'une part et surtout, le deuxième volet, c'est comment on va mettre en œuvre cette mission-là. Parce que ça risque de changer. Donc, la façon d'être au service de sa mission, c'est là qu'il faut regarder. Parce que c'est ça qui va changer avec toutes les thématiques qu'on connaît, dont évidemment le financement. Et la façon dont on fait le financement aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui nous ont été présentés, je comprends que le PSOC est sécuritaire pour l'instant pour en tout cas un domaine au niveau social. Mais je veux dire, c'est pas Jojo, là. Donc, le changement culturel doit être profond. Quand on parle d'un changement de paradigme, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais si déjà il y a une ouverture, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est de là que ça passe. Il y a une ouverture que les gens disent, ouais, il faut que je change la façon dont je fasse. Et là, on va avoir deux notions
très importante, critique. On va avoir une notion de leadership et on va avoir une notion de responsabilisation. Donc, ça, ce sont deux mots qu'il va falloir approfondir comme direction Tu peux-tu générale et comme conseil peux-tu d'administration. donner des exemples, Jean-Claude, sur ce que ça veut dire à un fois un changement en leadership, puis un Oui, changement, ces deux éléments-là, explore-les un petit peu plus pour oui, nous amener tout à sur fait. quelque chose de plus concret, là. Oui, donc la notion de leadership implique nécessairement une certaine force, ou est-ce qu'une certaine force d'influence, de la façon dont on influence nos organisations, les gens avec qui on travaille, la façon dont on conduit nos affaires. Pratico-pratique, ce que ça veut dire, c'est que dans, par exemple, un conseil d'administration, où est-ce qu'on suit un peu la parade et on regarde un peu comme on le disait, bon, l'agenda est assez standard, l'ordre du jour. Le leadership, c'est de sortir de ce cadre-là et de, par exemple, dans nos planifications stratégiques, de dire comment on doit aborder maintenant le financement dans le contexte actuel. Un exemple concret, c'est là, on attend beaucoup et ça touche le concept de responsabilisation. On attend beaucoup du gouvernement, beaucoup. Donc maintenant, ça va prendre beaucoup plus d'autonomie pour générer des revenus et plus de la même façon. Il va falloir regarder, par exemple, et explorer des synergies avec d'autres OBNL. Je pense que Stéphane, Laisse-moi, tu parlais des regroupements. Vas-y. je vais juste exprimer différemment ce que tu viens de dire, là. Ouais. Ce que tu viens de dire, là, c'est que on entend très souvent le discours, hey, il Mhm. faudrait lancer tel genre d'initiative, et la réponse, ah, on n'a pas de financement pour faire ça. Exact. Là, ce ne sera plus une réponse qui est valable, parce qu'on sait déjà qu'on va en avoir moins. Fait que si on veut continuer à développer pour mieux soutenir et propulser notre mission, il faut que la façon de regarder l'offre de service ou la façon de regarder comment on va répondre aux besoins de notre milieu, bien, que ça se rapproche plus des besoins et non pas des conditions de Tout à financement non fait. plus. Tout à fait. Et si on ne le fait pas, Stéphane et tout le monde, parce que c'est un choix, on peut rester là et rester dans notre résistance au changement, qui en passant est tout à fait normal. La résistance au changement, tout le monde l'a, mais si on ne le fait pas, il faut réaliser les conséquences. Et les conséquences, ça veut dire la fin de certains organismes qui rend des services cruciaux pour la population en ce moment. Et c'est ça Ça, que ça a ça veut déjà dire. commencé, hein? Ça Ah, a c'est déjà déjà commencé, commencé. donc. On a vu Québec numérique, on a vu, on commence à en avoir Exact. quelques-uns là, qui sont déjà dans une période de fermeture. Puis j'aime beaucoup la question, ben, le commentaire de Pierre dans le chat, là, Mhm. est-ce que c'est le temps d'envisager les fusions et au moins les Ouais, mutualisations? ouais, Mutualisation, c'est une première étape dont on parle, puis ouais, auquel chez nous on tient beaucoup. Mais je vous invite à regarder le côté humain quand il est question de fusion, là. Oh boy, que ça passe pas bien comme message. Il faut être vraiment rendu au pied du mur avant d'être capable de dire qu'on va accepter de perdre notre. Puis là, il y a souvent de l'ego, puis il y a souvent ouais, plein de raisons, là. bien Mais sûr. les fusions puis les mutualisations, oui, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas une solution qui va être facile. Puis la mutualisation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas attendre Non. pour qu'on la prenne en charge individuellement. Je veux dire, chaque organisme devrait faire un inventaire de qu'est-ce que je peux proposer à un autre organisme ou qu'est-ce que j'ai besoin, puis de commencer à lancer des perches à son écosystème autour de lui-même, là. Je T'as bien vais, l'ex- Oui. Vas-y, Mathieu. Je vais rebondir vite là-dessus parce que mutualisation, effectivement, tranche de vie que je n'ai pas mentionné tantôt, ça va faire 7 ans que je suis au Conseil de Trajectoire Québec dans le secteur du transport collectif. Nous, chez Trajectoire, c'est quelque chose qui nous aide énormément du côté de toute l'administration. On fait partie d'une mutuelle qui s'appelle la Constellation puis qui nous aide énormément. Un, mais deux, tu sais, si des organismes se regroupent, oui, effectivement, il y a peut-être des solutions là, mais le challenge humain, et là, l'exemple corporatif par excellence, combien de fois qu'on a vu, que moi, dans des projets, j'ai vu des transactions mal tournées parce que, ben oui, les avocats ont tout regardé, oui, les comptables ont tout regardé, mais après ça, toute la partie communication, gestion du changement a été mal faite et qu'on a, passez-moi l'anglicisme, scrappé des transactions parce qu'après ça, ce Ouais. bout-là n'était pas. Ça va être, si ça devient une solution pour certaines organisations, cette gestion du changement-là va être critique, c'est sûr, oui. Énorme. Ouais. Non, Vas-y, ça va être critique. Mathieu, Donc, continue. on est dans le milieu des OBNL, on est assez fort déjà. Là, il faut capitaliser, je pense, sur les forces que le milieu et les entités ont déjà. Et une des forces qu'ils ont, évidemment, en plus d'être ancrés dans leur milieu,
Ils sont très, très forts dans certains secteurs sur, par exemple, les tables de concertation. On le voit quand même assez souvent. C'est un modèle de fonction qui est très, très, très efficace, que j'ai vu au fil du temps. Mais ce type d'activité-là, ou certains ateliers, ont toujours lieu dans un contexte de réfléchir, par exemple, sur notre population. Donc, c'est toujours sur un enjeu, ou presque toujours sur un enjeu qui est externe, c'est-à-dire sociétal, en lien avec notre mission, par exemple. Et ça, c'est important, il faut que ça reste. Mais là où je veux en venir, c'est il faut se servir de ce mécanisme-là, ces mécanismes-là qui fonctionnent, mais au lieu de regarder à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Donc, on garde ces formules-là parce que ces formules-là sont déjà en place. Ils rassemblent déjà différents secteurs. Donc, quand on parle, par exemple, soit on parle de fusion ou de mutualisation, c'est hyper intéressant. En ce qui me concerne, c'est obligatoire. Mais la façon dont on ne fait pas peur aux gens et on soigne les égaux qui existent, qu'on ne doit pas nier, qu'on doit reconnaître avec respect, parce qu'on est des êtres humains, mais c'est de garder, par exemple, ces mécanismes-là, ces tables-là, mais pourquoi on ne s'intéresserait pas à nos organisations? L'organisation et l'efficacité interne et de faire un chantier, ça, concrètement parlant, là, c'est l'organisation d'atelier. Donc, vous regardez deux, trois personnes ou deux, trois organisations qui ont déjà des problèmes similaires, vous y allez par thématique et vous organisez une thématique avec des réflexions profondes qui mènent sur des potentielles actions concrètes. Donc, Je vais aller, ouais, je vais faire un petit peu du surf sur ton idée, là. ouais, Mais avant tout, là, tu mhm, parles d'une rencontre à l'extérieur de l'organisme avec des gens externes, puis tu as tout à fait raison. Mais mhm, ce que j'aimerais qu'on prenne comme premier réflexe, surtout dans un processus de réflexion stratégique où on passe énormément de temps sur la mission, mais pas assez de temps sur l'organisation. Je c'est vois très clair. peu d'organisations qui, dans leur planification stratégique, les solutions d'efficacité sont là. L'amélioration de la structure de revenus. Ah, des fois, on l'a. Améliorer les revenus. Ah, c'est la responsabilité de qui? Ah, c'est la DG. C'est elle qui va s'occuper. Mais en même temps, on n'a pas placé de structure au conseil d'administration pour être capable de parler de risques, de nouveaux Ouais, marchés, de nouvelles idées. Tu sais, les deux, c'est pas c'est une conscientisation globale, l'organisation. La même mhm, chose aussi pour ce qui est de l'infrastructure numérique. Il faut la prévoir, il faut l'amortir. La majorité d'entre vous, vous me dites, écoute, on est en retard sur l'application de la loi 25, on n'a pas d'argent pour changer notre base de données. Oui, mais est-ce que vous avez planifié le fait d'accumuler de l'argent sur 3 4 ans pour la changer, cette base de données-là? Fait que ça nous amène aussi toute la discussion sur la notion d'investissement, aussi mhm, pour être plus efficace. Puis on le sait, là, si on regarde le milieu des PME, toute la discussion sur la productivité, la numérisation, l'automatisation, c'est relié à une discussion d'investissement. Moi, je vois très peu de conseils d'administration, puis je vous pose la question, ceux qui sont à l'écran, combien d'entre vous avez un plan d'investissement de 36 mois pour vous donner les outils pour faire plus avec ce que vous avez déjà? Mais Et, souvent, on va dire, ah, on va engager une personne à temps plein, plutôt de se dire, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettraient de réduire nos frais de main-d'œuvre ou de réattribuer de la main-d'œuvre sur des tâches plus essentielles, puis de se donner les outils, entre autres numériques, pour pouvoir être plus efficace. et de cette projection-là, Stéphane, la question aussi, c'est combien de si tu fais une projection, combien de cette projection-là est basée sur des revenus gouvernementaux et des aides que moi, je ne génère pas. Donc, il y a souvent une partie, là, on s'entend, ou donc commandite, par exemple, mais au niveau des initiatives plus créatives, profondes, la place que ça prend dans la planification budgétaire d'expérience, elle est quasi nulle. Et tu as absolument raison, il va falloir que les organisations euh, se donnent les moyens de leur ambition et se prennent en main parce que l'aide viendra pas. Non, On le puis, voit. Et ça, si tu c'est me appelé à permets, changer et ça part pour appuyer ce que tu as dit de l'interne. si tu me permets, j'ai mis une petite slide à l'écran qui est l'écosystème financier des OBNL. Certains d'entre Ah, vous ont c'est déjà vu cette slide-là. ouais. Mais pour les autres, ce que je veux que vous compreniez, c'est que de l'argent, il y en a. Mais sauf que, premièrement, puis là, je vais choquer certaines personnes quand je vais dire que le financement public, il est nécessaire dans certains secteurs,
d'un secteur social, mais dans d'autres secteurs, on aurait tout intérêt à intégrer des principes d'économie sociale, puis on aurait tout intérêt à être moins dépendant du financement public, parce que c'est quasiment une drogue. Si demain matin, on vous enlève votre financement public, là, vous tombez en symptôme de sevrage. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a des secteurs, c'est tout à fait normal parce que tout ce qui vous reste comme solution, c'est la philanthropie, entre autres l'itinérance, la sécurité alimentaire, violence conjugale dont je parlais tantôt, mais il y a plein d'autres secteurs en tourisme, en sport, en développement économique, en culture, où les différentes sources de revenus que je viens de mettre à l'écran sont des possibilités. Il faut se structurer, il faut se donner la place et se donner le temps. Il y a une gestionnaire qui dit, j'ai pas le temps, mais il faut prendre le temps aussi. Puis ça, c'est encore là, c'est si on est tellement pas efficace qu'il faut mettre nos mains dans les opérations de manière à ce qu'on n'ait plus le temps de développer, ben c'est le chien qui tourne après sa queue aussi, là. Tu sais, je pense que ça, c'est une conscientisation par rapport à ça. Puis c'est important de ramener le fait que de l'argent, il y a différentes possibilités d'aller en chercher. Puis regardez les organismes aussi souvent que vous admirez dans les différents secteurs, puis vous allez voir que leurs états financiers sont rarement composés d'une seule source de revenus qui est mise à risque quand elle va tomber aussi, là. Fait que la diversification des revenus, c'est plus juste une ligne à l'État dans la planification stratégique. Il faut que ça devienne une priorité d'organisation et une structure d'organisation pour la permettre avec de la prise de risque. Parce qu'on sait, les CA ne veulent pas prendre de risques. Là, il faut en prendre pour diversifier les revenus. Peut-être des initiatives qui vont fonctionner. Il va y avoir des échecs. Il faut accepter les échecs aussi. Il va falloir développer les compétences de nos gestionnaires et de nos employés. Ça, c'est un gros défi qu'on a. On a des intervenants sociaux, on les met, mettons, comme DG, mais ils ont quoi comme compétences pour aller chercher des commandites ou ils ont quoi comme compétences pour lever des opérations philanthropiques? Fait qu'il faut qu'il y ait un développement de compétences qui soit pris en considération aussi. Ouais. Une plus grande, ou en fait, je veux dire une implication différente, renouvelée du conseil d'administration face à ses directions générales. Stéphane, tu y as touché tantôt, mais ça arrive, encore une fois, on lance pas de pierre, mais on a assez d'expérience collective pour savoir que souvent, les CA vont arriver de bonne foi, vont donner une commande, on s'en va dans un mois, merci, bonsoir. Donc, je généralise volontairement pour l'exemple. Donc, il y en a qui sont très impliqués, je ne veux pas le négliger. Mais ça arrive, on va se dire les vraies affaires. Fait qu'à partir de ce moment-là, on ne pourra pas aller nulle part. Une DG, un DG ne pourra pas porter ça lui-même. C'est un exercice collectif qu'on doit se poser suite à, par exemple, ce webinaire pour tourner dans nos organisations en premier lieu, là, puis dire là, on a eu un webinaire, c'est hyper important qu'on se pose les vraies questions. Fait que peut-être que le prochain agenda va être différent. Et on va mettre à l'ordre du jour, ça c'est une suggestion concrète, on a eu le webinaire 2025, les enjeux, les risques et les solutions potentielles. Et on va se dégager du temps pour faire ça dans aussi une perspective de rôle et responsabilité collective pour l'organisation. Donc, les CA vont devoir prendre une place plus importante, ou en tout cas plus active dans le respect de ce qu'ils doivent accomplir dans un rôle de gouvernance, mais doivent accompagner beaucoup mieux les directions générales. Et les directions générales doivent aussi se responsabiliser pour mobiliser encore plus leur CA. Donc, il doit y avoir une synergie qui est là et se parler des vraies affaires puis de la performance organisationnelle et de scruter que ce soit le financement, y aller par thématique et faire une réflexion profonde. Si vous ne prenez pas le temps de le faire, comme beaucoup ne prennent pas le temps de le faire, et en passant, vous n'êtes pas seul, dans l'entreprise privée, même publique, c'est la même game. C'est la même chose. Mais si vous ne prenez pas le temps, c'est un peu l'image là, que je prends du livre où est-ce que la personne ne prend pas le temps d'aiguiser sa scie. Là. C'est Stephen Covey qui a écrit ça pour ceux qui le savent. Donc Ouais. ici, mais il prend pas. J'ai pas le temps d'aiguiser ma scie, j'ai pas le temps. Puis là, ici, puis là, ça marche pas. Puis pendant ce temps-là, l'autre prend une pause, aiguise sa scie et là, a le temps de scier plusieurs arbres. C'est le même principe. Fait que c'est ça, Ouais. courir après sa queue. Puis si on ne fait pas pause, puis on ne se ménage pas du temps, non seulement c'est vous qui allez tomber, mais les personnes dont vous êtes au service dans vos communautés, c'est eux qui vont tomber. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Ouais, puis si tu me permets, je vais faire du surf Ouais. avant. Parce que Mathieu va nous quitter bientôt, mais je vais faire quelques éléments de gouvernance avant, là. Mhm. Il y a
un des enjeux aussi, puis il va falloir l'adresser, puis beaucoup d'entre vous êtes dans ce mode-là, c'est la gouvernance démocratique à 100%. Il y a les deux opposés, il y a la gouvernance démocratique à 100%, puis il y a la professionnalisation des CA à 100%. Là. Il faut atteindre un certain équilibre entre les deux, là, pour avoir un petit peu plus de compétences spécifiques à travers les conseils d'administration, mais aussi une meilleure connaissance reliée aux différents principes financiers, principes de gestion, principes de ressources humaines. On ne s'en sortira pas. L'autre élément aussi, c'est que dans les discussions, dans les ordres du jour des conseils d'administration, il y a des sujets qui vont devoir revenir. Le premier, c'est le capital humain. Puis là, on l'a touché directement, mais il faut investir dans notre personnel et nos bénévoles, que ce soit dans les conditions de travail, parce qu'on va les perdre, ou que ce soit dans leur formation et le développement de leurs compétences. En 2025, on ne peut pas espérer entrer dans le marché philanthropique, aller chercher plus de 100 000 par année si on n'a pas quelqu'un qui a des compétences, un réseau, puis une méthodologie, puis qui ne comprend pas les principes de philanthropie. Ça ne se fait plus par des bénévoles. Fait qu'on a on a un enjeu de professionnalisation. Ne serait-ce que l'application de la loi 25, ça prend quelqu'un qui a des connaissances en com. Fait on a parlé un petit peu tantôt de fusion puis d'utilisation, mais ça veut dire que les talents, il y a des talents reliés à la mission, mais ça va nous prendre des talents reliés au développement de l'organisation, que ce soit du côté des communications, que ce soit du côté des revenus. Dans les deux cas, si on veut des vrais résultats, c'est dur de s'improviser. L'autre élément, ben, c'est les outils numériques. Le retard numérique est énorme. Puis là, je ne vous parle pas juste d'intelligence artificielle, là. Je vous parle d'aspects transactionnels, je vous parle de gestion de projet. En tout cas, il y a différents outils numériques qui sont nécessaires de mettre en place. Oui, il faut amener tout le concept des revenus autogénérés et pour beaucoup d'entre vous, ça veut dire aussi l'intégration des principes d'économie sociale. Donc, avoir une partie de votre offre puis ça va être des choix déchirants sur la discussion par rapport à la gratuité puis par rapport à l'accessibilité. Puis là, je reviens sur le fait que certaines clientèles, c'est une obligation, mais il y a d'autres clientèles où actuellement, on laisse peut-être dormir de l'argent sur la table, entre autres dans les choix de tarification. Si on développe un événement, est-ce qu'on a juste un tarif ou si on a un tarif à valeur ajoutée, un tarif d'accessibilité? Donc, il y a des discussions à avoir, il y a des choix à faire qui amènent des discussions. Il ne faut pas se le cacher aussi, la maîtrise des concepts financiers. Combien de DG et d'administrateurs que je rencontre au quotidien qui ne sont pas capables de lire un bilan? Ah, l'état des résultats, en général, ils comprennent bien. Mais quand on arrive dans le bilan, la différence entre un actif court terme, un actif long terme, la notion d'investissement, la notion d'affectation des fonds, de l'utilisation de la profitabilité, là, on n'est tellement pas à la même place. C'est difficile d'avoir une discussion sur les revenus autogénérés si la moitié de mon conseil d'administration a encore une perception qu'un OBNL n'a pas le droit de faire de profit. On a un changement de perception par rapport à ça énorme. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Claude, par rapport à ça, Ah non, la ça stabilité? résonne tellement, puis on en parle, mais là, on entre dans. On ouvre une boîte de Pandore nécessaire, Stéphane, parce que c'est un peu tabou. Puis moi, non seulement j'ai intervenu, mais je le suis encore sur des conseils d'administration, puis On l'est. j'essaie tellement de tirer les gens vers. Non, non, mais faut parler de faire de l'argent, faut parler de faire des profits, parce que le plus qu'on va faire, le plus de monde on va être capable d'aider. Et ça ne change pas le respect qu'on a pour notre mission, au contraire. Mais je Ouais. peux te dire, au-delà de ça, c'est qu'une Mm. profitabilité qui est bien investie, c'est une Mm. prise de contrôle sur son développement. Parce que ça nous donne, les profits nous donnent des outils pour constituer des outils d'investissement, puis pour constituer des nouveaux programmes, produits et services qui vont peut-être être complémentaires avec ceux qui viennent du financement public. Fait que Exact. Mais, c'est un discours qui est aussi important parce que, puis je reviens sur la notion d'investissement qui est majeure aussi. Mm. Tout le volet de la prise de risque, il va falloir qu'on en discute aussi, puis que les risques qui sont présents, ben, beaucoup de conseils d'administration n'ont pas de plan de mitigation, puis n'ont pas de plan de continuité des affaires. Mm. On a vu inondations, feux de forêt, tu sais, on a vu des bris majeurs d'aqueduc, on a vu un paquet de situations dans les 2 dernières années où j'invite les DG et les LCA à se penser, là, si ça nous arrive à nous autres, là, le building brûle,
Regardez la rupture de canalisation pas loin de Radio-Canada l'année passée, ou si vous aviez un organisme à Roberval ou à Chibougamau, dans le cas des feux de forêt, là, tu sais, quand tu vides ta ville, là, mais tu as une maison d'hébergement, c'est quoi ton plan de continuité des affaires? Il y a plusieurs éléments dont la gouvernance va être importante, puis elle ne peut pas être prise à la légère. Puis finalement, peut-être la plus grande décision de conseil d'administration et la plus grande responsabilité qu'un conseiller va, puis il va avoir le plus d'importance dans les prochains mois et les prochaines années, c'est le choix de la direction générale, le choix de la personne. Ces temps-ci, je croise trop d'organismes où on n'a pas pris la meilleure personne, on a pris une personne qui était prête à accepter le rôle dans les conditions qu'on était prête à donner. Mais on n'a pas la meilleure personne pour ramener l'organisme ailleurs. On va survivre, mais est-ce qu'on est capable de développer, puis est-ce qu'on est capable de propulser l'organisation? Mais le rôle mobilisateur qu'une, ou je vais dire une, parce que c'est 75% des dames, les DG, là, au Québec, bien, la DG, elle a peut-être une grosse partie des réponses dans ses mains à travers ses talents et son énergie et aussi sa foi à la mission. Puis ça, malheureusement, c'est une décision qui est bâclée pour beaucoup de CA parce que on va dire, écoute, on n'a pas d'argent, on ne peut pas donner des gros salaires. Non, mais il faut virer l'équation de bord. Comment on va faire dans un an ou 2 ans pour donner des meilleures conditions, pour pouvoir mieux former la personne qu'on a? Fait que les discussions au CA vont changer aussi majoritairement. Et si je peux ajouter juste un élément, Stéphane, quand vous regardez CA pour une relève, déjà, les plans de relève, c'est bien rare que j'en ai vu dans des OBNL, alors que c'est super important pour la continuité des opérations quand on parle de gestion de risque et de planification. Ça en fait partie. Donc, le capital humain et la planification des talents devraient être omniprésentes. Mais la précision que j'aimerais apporter sur ce que Stéphane a mentionné quand c'est le temps de choisir une DG ou un DG, oui, c'est souvent bâclé, mais ce que je vais inviter les gens à faire, c'est au lieu de faire un profil classique, c'est-à-dire que je fais une offre d'emploi, il y a quelqu'un qui est prêt à le faire, good, j'y vais. L'offre d'emploi ne devrait pas, ce qui traditionnellement a été le cas, être en fonction de ce qu'il y a à faire en ce moment pour servir l'opérationnel et être au service de la mission. Le rôle et votre offre que vous développez, le profil, devrait correspondre à où vous voulez aller. Donc, pour moi, ça, je vais être clair, c'est majeur et très peu de gens le font. Donc, au lieu de faire ce que à peu près tout le monde fait, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est-à-dire, ben, j'ai un rôle, j'ai une liste de tâches, puis je vais essayer de chercher un candidat, une candidate qui fit là-dedans. Au lieu de faire ça, penchez-vous sur quel profil on a besoin en fonction de où est-ce qu'on veut aller. Quand nous, on fait une planification stratégique avec un OBNL, puis qu'on a une liste, par exemple, de dire, ben, on s'en va là-bas parce qu'on a les ambitions, puis on veut faire de la croissance, puis on veut aller là-bas. Voici le plan d'action, puis les éléments. Systématiquement, on va regarder quel genre de leadership et de profil on a besoin. Tant au niveau organisationnel pour l'interne, qui on va embaucher comme ressources qui vont nous aider à amener où est-ce qu'on veut s'en aller, mais ça part aussi de la direction générale. Exemple concret, si on est en restructuration, parce que ça va vraiment pas bien, on n'est même pas dans une phase de croissance, là, on est dans une phase de réorganisation, de consolidation. C'est hyper important, voire critique, d'aller chercher un profil, si vous êtes là, qui est en phase avec ces compétences-là que vous allez avoir besoin. Idem si c'est au niveau de la croissance. Vous voulez aller chercher, par exemple, une personne qui va être très ferrée au niveau du développement mobilisateur, un bon réseau politique. Donc, ce n'est plus, à mon sens, un poste fourre-tout comme ça doit l'être, où est-ce qu'on dit c'est un gestionnaire 101. Il y a des nuances, voire des différences majeures à apporter pour la pérennité de vos organisations. Merci Jean-Claude. Mathieu, en conclusion, est-ce qu'on arrive à la fin de notre Oui. heure? As-tu un petit mot inspirant pour tout le monde?
Mais un peu dans cette perspective-là, puis là, je vais revenir sur mon engagement avec Trajectoire Québec, mais puis et il y a plusieurs OBNL avec qui on travaille chez Exponentiel que ce mindset-là d'investissement, ou même je me permets de dire ce mindset-là de croissance Oui, en ça, c'est OBNL, il est possible. Il est possible, puis c'est pas. Puis dans une perspective où on se dit, OK, c'est beau, on va s'organiser, on va se donner les moyens d'avoir plus d'impact, puis on va avoir cette vision de grandeur-là, cette ambition-là. C'est possible. J'ai vu un OBNL, trajectoire, comme quand je vous dis, la permanence a grandi, on a pris une place qu'on n'avait jamais eu l'occasion de prendre auparavant dans l'écosystème politique et médiatique par rapport au transport collectif. On a réussi à le faire. J'ai des exemples dans mes clients aussi, si je pense à des organisations comme chez Doris et d'autres où on a vu leur impact et l'offre de services auprès des populations vulnérables grandir d'année en année. C'est possible de le faire. J'en ai été témoin, là, donc je dois effectivement quitter un peu plus tôt, là, je m'en excuse parce que bon, c'est correct. les obligations clients qui me rattrapent, mais j'en ai été témoin, là. Donc, c'est possible de le faire, là. Je vais le déposer tout de suite, là. Ça se peut. Merci. Les gens commencent à quitter de toute façon, Mathieu, fait Bon, qu'on va, voilà. on s'était dit qu'on pourrait dépasser, mais on va se donner juste 3 4 minutes là, pour fermer tout C'est ça, bon. là. Pas Jean-Claude, de en souci. conclusion. En conclusion, un message d'espoir, il y a des solutions. Il n'y a pas juste des enjeux. Chaque enjeu a ses solutions, mais je vais dire le classique, il y a des opportunités. Moi, je crois au réseau. Je le connais intimement. Je l'aime d'amour et de tête aussi. Je sais qu'il y a des personnes compétentes. Vous êtes capables. Il faut se faire confiance. Aller chercher de l'aide. Organisez-vous. Vous avez toutes les ressources qui sont là. Mais la planification, juste l'ouverture d'esprit. Partez d'ici avec une ouverture d'esprit. Puis une altération volontaire de votre prochain agenda de CA, ça commence comme ça, un geste. Hmm. Ben, merci à vous deux de votre participation ce midi. Merci à ceux qui ont écouté. Écoutez, de mon côté, vous allez voir là, la semaine prochaine, mais même pour ce qui est de notre présence chez Espace OBNL, notre volonté, c'est de vous soutenir, de déployer des solutions pour vous permettre. C'est sûr que ça passe beaucoup par de la formation. Beaucoup des sujets, j'ai vu beaucoup de commentaires dans le chat reliés à des sujets qu'on aborde. Tu sais, la profitabilité, c'est quelque chose qui est abordé dans plusieurs de nos formations. Des relations gouvernementales, Mathieu a plusieurs produits par rapport à ça. Fait que je vous invite à penser à vos investissements par rapport au développement de vos talents parce que ça va. La solution, là, on est dans une industrie, je dis une industrie, on est dans un milieu d'humains et le changement, l'amélioration, tout ça va passer par l'humain qui est au centre de l'organisation, à savoir les gens du CA et les DG et les autres postes de direction. Les clés, c'est vous autres qui les avez. Je vous invite à continuer à fréquenter nos activités, puis nous poser des questions. On est là pour ça. On va vous référer à des experts si jamais la réponse, on ne l'a pas. Puis je vous remercie de votre écoute en grand nombre cet après-midi. Puis on espère que ça vous aura été utile. C'est le seul objectif aujourd'hui, c'est d'être utile. Puis de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, puisque vous vivez, vous êtes plusieurs à le vivre. Puis il y a des solutions. On ne les voit toujours pas, mais on a assez de recul là, à travers tous les gens qu'on voit dans une année pour être capable de vous donner ces réponses-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit dans une autre de nos activités. Et bonne chance. On est capable.